Jusqu'à présent, rien, strictement rien ces dernières années. Bien, très bien. On va passer à l'intervention suivante, donc Denis Félix. Alors, donc vous travaillez à la BA, c'est ça? Sur la région Rhône-Alpes, hein? Et vous allez nous présenter le plan national loup en 2013. Le fameux plan donc, qui a été avalisé il y a très peu de temps, d'ailleurs 2013-2017. C'est ce fameux plan où figure l'annonce de 24 prélèvements, donc doubler les prélèvements par rapport au plan précédent, à l'année précédente plutôt. Voilà, donc je vous laisse la parole, voir un peu quelle est la politique de l'État en matière de gestion du loup en France. Ok, ben merci. Donc effectivement, je vais vous présenter le plan loup 2013-2017. Donc ce plan loup, il fait suite à déjà 2 plans qui avaient été validés et donc il s'est construit à partir de toute une phase d'évaluation et des travaux qui ont eu lieu toute l'année 2012 avec les documents d'évaluation qui ont été présentés au groupe national loup d'octobre 2012. L'ensemble des documents et des contributions qui ont permis de faire cette évaluation sont accessibles sur le site Loup Développement Durable et donc je vous invite à aller les consulter puisqu'il y a des données sur aussi bien sur les questions d'évolution des populations, que ce soit géographique, que ce soit d'un point de vue population, individus, nombre de meutes, mais aussi il y a des documents, des évaluations sur les mesures de protection, sur le nombre de constats, on parlait de l'évolution aussi des montants, et puis aussi des études menées par entre autres l'ONCFS. Donc ce plan national loup, c'est entre autres construit à partir des travaux du groupe national loup, et celui-ci s'est réuni d'abord en groupe de travail puis en format plénier un certain nombre de reprises pour pouvoir discuter sur ce plan étant validé par les ministres en charge de l'agriculture et de l'environnement. Et donc ils ont signé au mois de juin ce document et qui a été publié le fin mai. Oui, j'ai dit juin, mais en fait c'était mai. C'est un document qui est construit en 4 parties, donc un premier état des lieux qui est enrichi depuis 2008, donc ce que je disais un peu tout à l'heure. Une deuxième partie qui présente les outils et les objectifs adaptés pour la période 2013-2017. Une troisième partie qui constitue en un croisement des expertises pour améliorer la connaissance des situations et l'efficacité des actions. Et enfin, une quatrième partie qui réfléchit sur les capacités d'adaptation des actions en cours de plan loup. Parce qu'effectivement, on ne souhaite pas qu'on valide un plan pour 4 ans et on souhaite qu'il soit adaptable tout au long des 4 ans pour pouvoir s'adapter au contexte qui pourrait évoluer. Donc c'est un document, puisqu'il est adaptable, qui énonce essentiellement des grands objectifs, mais qui va pas, vous n'allez pas obligatoirement trouver des actions très très précises. Et donc il énonce des grands objectifs, d'une part pour adapter à tous les territoires qui pourraient être colonisés au cours de ce plan le dispositif. On se rend compte que sur le précédent dispositif, par exemple si je prends les mesures de protection, elles pouvaient être adaptées sur des secteurs de haute montagne, mais elles le sont peut-être beaucoup moins pour des secteurs de plaine ou des secteurs tels qu'on peut rencontrer dans les Vosges. Et puis, il doit permettre aussi, il ne doit pas figer dans le marbre les éléments, il doit permettre une évolution des dispositifs au cours du plan. Et donc, sa mise en œuvre est précisée, quant à elle, par des arrêtés interministériels, que ce soit par rapport à la gestion de la population ou que ce soit par rapport aux mesures de protection. Donc, je vais reprendre certaines thématiques du plan loup et d'abord sur le suivi de la population. Et comme ça l'a été dit il y a quelques minutes,
Dans le cadre de l'évaluation, on a demandé à un expert international indépendant de venir évaluer les méthodes mises en place au niveau français pour évaluer les populations. Et celui-ci a entre autres, le rapport est disponible sur notre site, dit il est difficile de suggérer une méthode qui pourrait améliorer des résultats et qui ne sont pas déjà utilisés actuellement. Donc effectivement, ce qui est actuellement mis en place au niveau français permet de connaître la population correctement. Par contre, il pose des questions. Il pose des questions en matière de dénombrement. On a vu que pour le dénombrement, on utilisait entre autres la méthode de capture, marquage, recapture, et comme ça a déjà été évoqué, avec des délais d'analyse génétique qui peuvent être très longs. Et donc l'expert a entre autres évoqué cette question, puisque les derniers chiffres que l'on a, on va dire, robustes sur les effectifs captage, marquage, recapture, ils ont 3-4 ans. Il a aussi posé la question de la primo-détection et des nouveaux territoires. Il faut qu'on soit plus réactif, il faut que lorsque le loup peut arriver au niveau des départements, qu'on puisse mettre en place des cellules de veille, qu'on puisse mettre en place le réseau loup-lynx sur le territoire pour pouvoir détecter sa présence avant qu'on le détecte par les attaques sur les troupeaux d'animaux domestiques. Et donc le nouveau plan, il répond à ces questions d'une part par la poursuite des méthodes qui seront validées, qui sont validées, par une réorganisation des analyses génétiques pour pouvoir limiter, diminuer de façon très substantielle les délais de réponse à ces analyses génétiques. Il propose aussi la mise en place de réseaux sentinelles et puis la possibilité de formation un peu plus courte qui puisse permettre à tous les acteurs, déjà tous les acteurs peuvent participer aux formations pour intégrer le réseau loup-lynx, mais proposer peut-être des formations un peu plus courtes pour pouvoir libérer du temps plus facilement pour un certain nombre d'acteurs. On a une question aussi qui est importante, c'est sur la primo-détection et sur le suivi, réfléchir à des méthodes pour permettre le suivi sur les nouveaux territoires. Et tout à l'heure, on a vu que parmi les nouveaux territoires, on avait la Lozère, on a l'Ardèche, on a l'Aude, où on a des indices de présence. Et ce sont des secteurs qui sont peu enneigés. Et le suivi hivernal, le suivi de la population se base au-delà des questions génétiques sur un suivi hivernal. Et le suivi hivernal sur des territoires où on a peu d'enneigement, on aura beaucoup de mal, on ne pourra pas le faire. Donc notre niveau d'analyse et de connaissance de la population sur ce type de territoire risque de diminuer. Concernant l'indemnisation, donc les questions d'indemnisation des dommages sur les troupeaux domestiques, donc c'est un dispositif qui sera reconduit, donc je vous rappelle qu'il est basé sur des constats réalisés par des agents qui sont nommés par l'administration, qui donnent un avis technique, sachant que l'avis définitif d'indemnisation revient au préfet et donc à l'ADDT ou à l'ONCFS sur l'avis technique, mais uniquement si l'avis technique, c'est de la responsabilité de l'ONCFS et de l'ADDT, c'est bien le préfet qui prend la décision de financer. L'indemnisation reste fondée sur l'indemnisation, donc dès lors que la responsabilité du loup ne peut pas être écartée. Et donc, cette responsabilité du loup non écartée, ça veut dire que c'est une mortalité on écarte la responsabilité du loup lorsque la mortalité n'est pas liée à une prédation, et lorsque la mortalité est indéterminée, c'est souvent au regard du contexte local que le préfet prendra sa décision. Par contre, dès lors que la mortalité est liée à une prédation et qu'on n'est pas en mesure d'écarter la responsabilité du loup, les dégâts seront indemnisés. Donc cette indemnisation est basée sur des barèmes par catégorie, par destination, par sexe, par âge, et ils doivent compenser des pertes directes, donc c'est les animaux qui ont été constatés, des animaux disparus, donc avec une
base forfaitaire, mais depuis 2011 la possibilité, si on a des éléments probants qu'effectivement le nombre d'animaux disparus est beaucoup plus important que ce qui est forfaitaire, de le prendre en compte, et puis aussi indemniser les pertes indirectes. Donc cette question des indemnisations a été discutée, et puis on sait qu'il va falloir retravailler au cours de ce plan et de manière assez rapide à ces indemnisations, puisqu'on a eu un certain nombre de questions. Alors déjà, vous dire que ça avait déjà été adapté en 2005, en 2009, en 2011, qui ont permis d'avoir des niveaux d'indemnisation qui, au moment du groupe national loup, n'ont pas fait débat, mais on a connaissance quand même de quelques points durs sur lesquels il va falloir travailler, et entre autres les pertes indirectes qu'il va falloir affiner pour plus de catégories d'animaux. Il faut aussi qu'on travaille sur la fluidification des transferts d'informations et de données pour permettre une indemnisation rapide. Et le plan laisse aussi ouvert l'opportunité d'une combinaison constat, indemnité forfaitaire ou un dispositif déclaratif pour prendre en compte les dégâts. Et donc, dans le département des Hautes-Alpes, le préfet, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, souhaite mettre en place dès cette année une étude, un dispositif de déclaration des constats faits par l'agriculteur. Concernant la protection, alors la protection reste une priorité. Les mesures de protection ont été évoquées, on en a parlé dans le cadre de cette élaboration du plan loup. Par contre, elles sont liées au dispositif de la PAC, du deuxième pilier au niveau du FEADER. Et donc le dispositif sera revu au moment de la révision de la PAC. Les grands objectifs, donc c'est déjà de dire qu'ils seront reconduits. Le dispositif doit être reconduit. Il doit être adapté. Il doit être adapté pour prendre en compte les nouveaux territoires. Les combinaisons d'options qu'on a aujourd'hui ne sont pas adaptées pour tous les territoires. Les effectifs, les seuils qui permettent de pouvoir prétendre à ces mesures qui sont par exemple de 50 animaux ne sont pas adaptés à tous les territoires compte tenu des conditions d'allottement. Donc ça, il va falloir que ce soit retravaillé au moment de la PAC. Et on a bien conscience de ces difficultés. Un travail important doit être mis en place concernant les chiens de protection. D'abord pour sécuriser les éleveurs concernant leurs responsabilités en cas de morsure, quelle réponse apporter lorsque un maire ne veut pas que des chiens de protection soient sur sa commune. On est sur du multi-usage de l'espace, donc toutes ces questions, et surtout la question de la responsabilité civile doit être travaillée. Et puis mettre en place des tests d'aptitude pour avoir des chiens qui ont des bonnes aptitudes au gardiennage tout en étant sociables, et enfin mettre en place un programme de sélection et de suivi des chiens de protection. L'efficacité des mesures de protection devra être évaluée sur l'ensemble des contextes de prédation. Le ministère de l'Agriculture avait tenté de faire une analyse sur l'efficacité des moyens de protection. La méthode et les données de base ne permettaient pas d'avoir des conclusions importantes. On se rend compte quand même que dès lors qu'on met des moyens de protection, le nombre pas obligatoirement d'attaques, mais le nombre de pertes de victimes par attaque diminue. Et puis enfin, réfléchir aux limites techniques et économiques à la mise en place des mesures de protection, et donc par rapport à cet élément, ça doit être objectivé. Donc le point suivant, c'est l'intervention, la gestion de la population, l'intervention sur la population. Donc il y a deux principes qui ont conduit, qui ont tout le long conduit à la rédaction de ce plan. C'est la gradation des mesures, donc des modalités différentes d'intervention suivant le niveau de protection par exemple, et une gestion différenciée. Est-ce que je suis en unité d'action? Est-ce que je suis hors unité d'action? Est-ce que je suis en parc national, etc. Avec un préalable, c'est la protection du troupeau.
Alors sauf s'il est reconnu comme non protégeable, mais voilà, ça reste un préalable. Et puis, comme je disais, dans la continuité des précédents plans, là, le maintien de l'absence de dérogation en zone cœur de parc national et à l'intérieur des réserves naturelles. Mais une fois qu'on a dit ça, voilà, il y a quand même des attaques, il faut quand même pouvoir apporter une réponse, et donc la mise en place très rapidement de groupes de travail pour voir comment on peut accompagner, mais pas accompagner aussi techniquement ces éleveurs pour pouvoir leur offrir des réponses. Donc, concernant la détermination du plafond du nombre de loups qui pourront être prélevés au cours de l'année, donc on ne parle pas de quota, mais on parle bien de plafond. Lors du précédent plan, on était sur un modèle suédois. Enfin, les deux modèles sont des modèles suédois, mais celui qui était utilisé par le plan loup 2008-2012, c'était une méthode qui évaluait le risque statistique de disparition d'une population. Et donc, c'était quel est le risque que j'ai aujourd'hui si je détermine tel niveau de prélèvement. Et dès lors que le risque était d'une disparition de la population à 50 ans supérieure à 3%, eh bien, on diminuait le nombre de loups qui pouvaient être prélevés. Alors, ce modèle, en fait, il ne permettait pas de prendre en compte l'adaptation, puisqu'une fois que j'avais déterminé un effectif, si par exemple je prends celui de l'année passée de 11 individus, eh bien le modèle tournait sur 50 ans, prélèvement de 11 individus. Sachant qu'on a bien conscience que si le niveau de la population s'effondre, eh bien, on ne pourra pas, au regard de la directive Habitat, proposer 11 individus, et on sera amené à réévaluer le nombre d'individus qui pourront être prélevés. Ce qui fait qu'un nouveau modèle qui vient d'être développé en Suède a été pris pour pouvoir définir le nombre de spécimens pouvant être détruits au cours de cette année. Et c'est une méthode qui définit le prélèvement possible et le risque associé de ne pas atteindre le niveau de croissance obtenu. Et donc, l'État doit définir un niveau de croissance qu'il souhaite pour la population, et au regard du taux de croissance de la population sur les 10 années précédentes, définir quel est le taux, le prélèvement qu'on peut autoriser, et connaître le risque associé de ne pas atteindre ce taux. Et donc, voilà, donc le ministre a, par son arrêté ministériel, déterminé un plafond de 24 spécimens pour la période 2013 jusqu'au 1er juin 2014. Au niveau des protocoles, donc on a l'effarouchement. Alors l'effarouchement, c'est les chiens de protection, ils ont une vocation de protection, mais ils peuvent être aussi, ils ont aussi une fonction d'effarouchement. Ça peut être des fladeries. On a vu une photo ce matin de fladeries. Ça peut être des cerbères, etc. Puis ça peut être aussi des tirs d'effarouchement qui sont des tirs non létaux de par leur méthode. Donc, en dehors donc, une nouveauté du plan, c'est de dire qu'on a introduit l'effarouchement comme étant une méthode de pallier à l'absence de mesures de protection dans des nouveaux territoires pour permettre la mise en place des mesures de protection. Jusque précédemment, il fallait avoir mis des mesures de protection pour pouvoir mettre en place de l'effarouchement, ou un tir d'effarouchement. Désormais, on dit, dans des territoires qui sont en cours de colonisation, où l'État n'a pas encore mis en place les outils pour que les éleveurs puissent mettre en œuvre les mesures de protection, eh bien, on peut autoriser la mise en place de tirs d'effarouchement, leur permettant, voilà, sur un laps de temps, de mettre en place leurs mesures de protection. Lorsqu'on est en dehors des unités d'action, cette condition de l'effarouchement reste une condition juridique pour pouvoir passer sur les paliers suivants. Conformément à la loi relative aux espèces protégées, il faut pouvoir justifier que j'ai pas d'autre moyen que de faire un tir, et donc je dois protéger, effaroucher et justifier qu'il n'y ait pas d'autre solution. Concernant les alpages, enfin les éleveurs qui se trouveraient à l'intérieur des unités d'action,
c'est une mesure d'appoint, mais qui n'est plus une mesure qui justifie, qui conditionne l'accès à des niveaux supérieurs de tir. Et donc après, il y a toute une gradation de tir de défense. Alors qui dit tir de défense, ça veut dire à proximité du troupeau. Un tir de défense, ce n'est pas une traque, ce n'est pas une battue, ce n'est pas à quelques kilomètres du troupeau. C'est un tir qui a pour vocation de défendre, de donner à l'éleveur la possibilité de défendre son troupeau face au loup. Donc ça se passe obligatoirement à proximité du troupeau. Donc avec différents moyens, donc le tir de défense à canon lisse, qu'on appelle le niveau 1, et qui est un tir qui peut être létal, mais par rapport à l'analyse qu'on peut en faire, qui a des chances d'être létal relativement faibles, et donc qui pourra être délivré aux chasseurs, enfin aux éleveurs, dès lors que le troupeau est exposé à la prédation et sans obligatoirement justifier d'un historique de prédation. Comme je disais, si on est hors unité d'action, il faudra avoir fait de l'effarouchement avant de pouvoir accéder à ce type de tir. Le tir de défense avec toute arme de 5 catégories, dont le canon rayé, donc là qui est un tir létal et qui, si on est dans des bonnes conditions de tir, sera létal, pourra être délivré dans les unités d'action si l'éleveur est en mesure de justifier au moins une attaque sur son troupeau ou sur un troupeau voisin depuis le 1er mai de l'année N-1, et hors unité d'action, il ne pourra être accessible uniquement si une attaque a été constatée malgré la mise en œuvre du tir de niveau 1. Sachant que ce que je n'ai pas encore dit, c'est que par rapport à cet aspect de gradation, ces tirs de défense, dès lors qu'on est hors unité d'action, ne sont valables que 3 semaines. Alors que lorsqu'on est en zone colonisée, donc en unité d'action, ces tirs peuvent être mobilisés durant toute la période durant laquelle le troupeau se trouve exposé à la prédation. Un troisième niveau qui a été introduit par ce nouveau plan, qui est le tir de défense renforcé, donc qui se trouve aussi à proximité du troupeau, dès lors que le troupeau est protégé et qu'on est en mesure de justifier d'attaques exceptionnelles ou récurrentes et importantes, ou de 3 attaques dans les 6 derniers mois. Et donc ce tir de défense, c'est un tir qui va être réalisé sous le contrôle de l'ONCFS ou d'un lieutenant de vétérinaire. Donc c'est un contrôle technique, ça ne veut pas dire que les agents sont en permanence présents sur le site, et c'est un tir qui peut faire intervenir plusieurs tireurs simultanément. Et donc le nombre de tireurs qui ne peut pas excéder 10 sera défini par le préfet. Et puis enfin, et donc là il n'y a pas eu de changement, le tir de prélèvement. Et donc comme je le marque, c'est un dispositif qui existait précédemment et qui est reconduit tel qu'il était. Les autres points, et j'en finirai avec cette diapo, c'est la question de la communication. On voit bien qu'il faut qu'on communique, on se doit d'être transparent sur les données qu'on a, et donc ça on y tient. C'est donc d'élaborer des outils qui présentent les nouveaux dispositifs qui sont introduits par ce plan, c'est accompagner les territoires et particulièrement les nouveaux territoires. C'est identifier précisément les besoins des acteurs. Et donc, quand on parle de nouveaux territoires, c'est effectivement tous vos territoires, les Vosges, l'Ardèche, Lozère, mais ça peut être aussi des départements historiques. On se rend compte, depuis 2 ans, que par exemple toutes les préalpes, dans Mercantour, les attaques avaient lieu essentiellement sur les zones d'alpage. Et depuis 2-3 ans, on se rend compte que les meutes se sont aussi déplacées, qu'elles attaquent aussi dans les préalpes. Et donc les éleveurs sont dans ces systèmes où les moutons sont toute l'année sont dehors, mais ils sont aussi soumis à la prédation au printemps, à l'automne, en hiver. Et donc les moyens de protection, comme ils peuvent parfois ne pas être complètement satisfaisants dans ces territoires, mais ils ne le sont pas non plus dans les territoires du Sud. Il faut aussi travailler pour ces dispositifs.
La coopération transfrontalière et puis les échanges internationaux et européens, ça a été discuté aussi ce matin, donc c'est aussi un point qui est identifié dans le plan. Et puis, dernier élément, c'est la mise en œuvre d'expérimentation. Donc, pour évaluer l'efficacité de nouveaux systèmes de protection, pour identifier les secteurs générant des foyers d'attaque et influençant leur récurrence, parce qu'on se rend compte des études que vous pourrez retrouver là dans le cadre de l'évaluation, que sur certains territoires, par exemple le Mercantour, eh bien, on se rend compte qu'il y a des foyers d'attaque, des alpages qui vont être, alors qu'ils ont mis les mesures de protection, que voilà, ils font comme leurs voisins et qu'ils ont mis en place tout ce qu'on leur propose, et bien, subissent des niveaux d'attaque, des pressions d'attaque beaucoup plus importantes que leurs voisins sans qu'on puisse actuellement l'expliquer. Et si on arrive à étudier les facteurs qui justifient ces foyers d'attaque, peut-être que ça nous permettra de comprendre pourquoi certains éleveurs sont plus attaqués et quels sont les facteurs qui font que le loup attaque. Objectiver la faisabilité dans des conditions acceptables de la protection au niveau des troupeaux des systèmes, au niveau des troupeaux, des systèmes d'exploitation et des territoires. Et puis enfin, poursuivre l'étude de la place et du rôle du loup dans les écosystèmes, quel est son impact sur la faune sauvage, cet impact sur la faune sauvage ou l'impact des modifications des pratiques, qu'est-ce qu'elle a comme impact sur les milieux, sur les habitats, etc. Donc ça, il faut qu'on continue ce travail. Je vous remercie. Merci à vous.